Pas mal de personnes me connaissent. Samia, la déléguée de l'association végétarienne de France pour les Bouches-du-Rhône et le Var. Et nous avons en face de nous le docteur Jérôme Bernard Pelé, notre célèbre docteur Jérôme Pelé, qui va nous parler du végétalisme. Voilà, donc la soirée sera le bien-être du végétal, plus une soirée dansante avec un repas végétalien, 100% végétal. Voilà, je vous laisse avec le docteur. Merci. Bonjour, merci pour votre présence. Nous allons commencer cette conférence d'environ 1 heure. Nous allons parler des bienfaits d'une alimentation purement végétalienne pour la santé. Alors, pour me présenter plus complètement, je suis médecin nutritionniste spécialisé dans l'alimentation végétarienne et végétalienne, mais il n'y en a pas beaucoup. Je suis également médecin généraliste. Je suis également diplômé en biostatistique et recherche clinique. Donc j'ai été formé pour aller chercher l'information à la source. Voilà. Comprendre que les alimentations végétariennes et végétaliennes, ce sont des domaines pour lesquels il y a très peu de professionnels de santé en France qui sont compétents sur le sujet. Donc pour s'informer, il faut s'informer à la source et aller chercher dans les grandes revues médicales internationales en anglais pour s'informer, parce qu'il n'y a pas beaucoup malheureusement de littérature francophone. Voilà. Diapositive suivante. Alors, parfait. Alors, les objectifs de cette présentation. En fait, les objectifs de cette présentation, ce n'est pas de vous imposer un certain modèle alimentaire, parce qu'on vous impose déjà suffisamment de choses comme ça dans la vie. Non. Le vrai objectif, c'est de vous rendre libre de faire les choix alimentaires qui correspondent à vos objectifs de vie. Alors, parce qu'en fait, il n'y a pas de libre choix sans les informations connues. On croit être libre, on est en partie libre, heureusement, mais cette liberté n'est pas totale parce qu'on n'a pas toujours les bonnes informations. Alors, une fausse information oriente le choix en donnant l'impression d'être libre. Moi-même, j'ai vécu dans mon enfance avec l'idée qu'on était obligé de manger de la viande pour assurer son apport de protéines. Alors, quand on croit ça, on aime la viande ou on n'aime pas, on va quand même la manger parce qu'on pense que c'est nécessaire. Donc, ça oriente le choix. Il y a d'autres obstacles à ce libre choix, ce sont les recommandations nutritionnelles officielles, qui sont malheureusement faussées par les conflits d'intérêts. Sachez que malheureusement, les nutritionnistes, les experts écrivent les recommandations nutritionnelles officielles ne sont pas toujours indépendantes. Souvent, en même temps, elles travaillent pour les industriels, elles travaillent pour Danone, elles travaillent pour Nestlé, et cela conduit des biais, surtout pour les produits laitiers. Il y a de très gros biais par rapport aux produits laitiers. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des problèmes, ce sont des obstacles à notre liberté de nous alimenter. Et le but de cette présentation, c'est de vous montrer des informations qui sont assez rares, des informations qui sont peu diffusées. Et non seulement je vais vous présenter ces informations, mais en plus vous donner des sources extrêmement précises pour que vous puissiez vérifier ce que je vous dis. Diapositive suivante. Alors, il n'y a pas que la connaissance qui est un obstacle à la liberté de s'alimenter. Les habitudes prises dans l'enfance, donc, il est difficile de se sortir. Je pense que c'est le plus grand obstacle à la liberté. Une fois qu'on a appris à aimer quelque chose, il n'était pas facile de s'en sortir. C'est possible, mais ça nécessite un effort. Alors, donc, on en a parlé déjà, il y a des fausses informations propagées par la publicité, mais aussi par les autorités sanitaires, on vient d'en parler. Il y a des conflits d'intérêts massifs également, non pas seulement au sein des agences sanitaires, mais parmi ce qu'on appelle les leaders d'opinion. Ça fait maintenant depuis une dizaine d'années que je participe à des débats dans les médias français. Notamment, ça m'arrive de temps en temps de passer à la télévision. Et depuis que je passe dans les médias, le nombre de fois où j'ai débattu avec un nutritionniste indépendant de l'industrie, zéro. Ce n'est fait jamais arrivé. J'ai toujours été confronté avec des médecins qui avaient au moins un conflit d'intérêt. En général, c'est Danone et Nestlé, et pas toujours. Il y a d'autres entreprises. Coca-Cola, Unilever et d'autres. Il y a aussi d'autres obstacles à notre liberté de nous alimenter, c'est qu'il y a une sélection par le prix. On a tendance à aller vers les aliments qui sont les moins chers. Et donc les subventions jouent un pouvoir énorme dans notre façon de nous alimenter. Sachez que la politique agricole commune, c'est 55 milliards d'euros. Et en fait, le prix de la viande, il est artificiellement bas, il n'est pas à son vrai prix. Les produits laitiers, c'est pareil.
Et il n'y a que 3% des subventions européennes qui vont aux fruits et légumes. En fait, les fruits et légumes sont anormalement chers et la viande et les produits laitiers sont anormalement peu chers. Ça nous pousse à consommer ce genre de produits. Aussi, il y a un grand obstacle, c'est la disponibilité des aliments. La liberté absolue n'existe pas, et encore moins sur le plan alimentaire. Alors, si vous adorez, vous avez envie de manger des framboises ce soir, s'il n'y a pas de framboises, ce soir, votre liberté de manger des framboises ne sera pas respectée. Voilà. Bon. Diapositive suivante. Alors, comme mon propos est un peu original et qui est quand même en décalage par rapport au système de croyance dominant, le système de croyance dominant, c'est que le végétalisme est dangereux. L'alimentation végétarienne, maintenant, passe bien. La plupart des nutritionnistes reconnaissent qu'il faut tout à fait s'alimenter sans viande, donc sans volaille, sans viande rouge, sans poisson, sans problème. Par contre, l'alimentation végane ou végétalienne, c'est synonyme d'un point de vue alimentaire, ça passe pas. La plupart des nutritionnistes sont persuadés que c'est dangereux. Dans le travail que j'ai fait, n'importe qui peut le refaire. Je suis basé sur la base de données Medline, qui a l'avantage d'être gratuite et très complète. Il y en a d'autres, il y a aussi Cochrane, il y a aussi en bas, etc. Il y avait très peu d'articles supplémentaires dans les bases de données Cochrane et en bas, ce qui disait que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt de faire l'effort de chercher dans 3 bases de données différentes. Et l'équation de recherche que j'ai utilisée, elle est assez large. En fait, j'ai interrogé un moteur de recherche spécialisé en médecine pour me sortir tous les articles scientifiques qui parlaient de végétarisme ou de végétalisme. Voilà. Et il y a à peu près 3000 références scientifiques à ce genre en Medline, et j'ai tout épluché. Ça m'a pris plusieurs années, j'ai fait ce travail. Je vais vous présenter ce soir. Diapositive suivante. Alors, ça, c'est des exemples de références scientifiques pour vous montrer que lorsqu'un médecin, lorsque quelqu'un est sérieux ou donne un propos qui se veut scientifique, il doit être capable de l'étayer en donnant des références bien précises dans ce style-là, l'auteur, le nom de l'article, le nom de la revue, l'année, la page. S'il n'est pas capable de produire ça, méfiez-vous, ce n'est pas possible. Diapositive suivante. Alors, on va parler de l'art de bien s'alimenter. En fait, bien s'alimenter, c'est extrêmement simple. Je crois que c'est compliqué, mais c'est très très simple. C'est souvent les aliments les plus basiques qui sont les meilleurs, les aliments les moins transformés. Alors, les groupes alimentaires bons pour la santé à privilégier, c'est très simple, il y en a essentiellement 5. Les légumes, tout le monde sait ce que c'est. Et les légumineuses, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Les légumineuses, c'est un groupe botanique particulier. Ce sont des plantes capables de fixer l'azote de l'air. Et je vais vous donner des exemples de légumineuses, lentilles, pois, pois chiches, haricots secs, soja. Voilà, les légumineuses, c'est des plantes sont vraiment très intéressantes sur le plan nutritionnel. Céréales, référence complète. Alors, céréales, c'est pas les céréales pour petit déjeuner. Lait, maïs, riz. Les fruits et les oléagineux. Alors, les oléagineux, c'est noix, noisettes, amandes. Simplement, en utilisant ces groupes alimentaires tout simples, on arrive à assurer ses besoins dans tous les macronutriments, tous les micronutriments nécessaires à la vie, le fer, toutes les vitamines, le zinc, le calcium, tout, sauf la vitamine B12, c'est un peu problématique, on en parlera après. Diapositive suivante. Et légumes. Diapositive suivante. Diapositive, merci. Alors, en fait, les légumes, c'est un groupe alimentaire particulier parce qu'il apporte très peu d'énergie. Si on est en surpoids, on a intérêt à en manger plus. Si on est en sous-poids, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est un groupe alimentaire qui contient peu de protéines, peu de glucides, peu de lipides. L'intérêt des légumes, c'est que c'est riche en fibres alimentaires. Ça permet de ramener au transit. C'est riche en minéraux, en vitamines, en phytonutriments qui protègent des cancers. C'est riche en antioxydants. Les antioxydants, c'est un sous-groupe des phytonutriments. Ça a aussi un intérêt pour améliorer les caractéristiques des aliments qu'on mange en même temps ou après. Je m'explique. Quand vous mangez le riz blanc, par exemple, ce n'est pas un aliment si bon que ça. Parce que ça a tendance à faire monter trop le taux de sucre après les repas. Si vous mangez des légumes en même temps que vous mangez du riz blanc, ça diminue ce qu'on appelle l'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire monter haut le taux de sucre. Et donc les légumes ont ce qu'on appelle un effet MAG, ça ralentit en fait, la digestion des autres aliments et c'est une bonne chose. Diapositive suivante. Alors maintenant, on va parler plus longuement des légumineuses. C'est un groupe alimentaire qui était dans la culture en France dans les années 30. C'était la base de l'alimentation française. Et puis ça a décliné. Les légumineuses ont ensuite été remplacées par la viande et par les céréales après la Deuxième Guerre mondiale. Diapositive suivante. Voilà, alors, pour donner des exemples, je trouve que la seule légumineuse qui est vraiment restée dans la culture en France, ce sont les lentilles. Comme beaucoup de familles françaises qui continuent à manger des lentilles. Par contre, vous serez à peu près d'accord avec moi, je pense, la plupart des autres aliments
ont été abandonnés. Haricots secs, rares, ça existe, bien sûr, mais c'est rare. Pois chiches, fèves, soja, c'est rare aussi. Donc, peu de Français consomment les haricots secs, les pois chiches, les fèves, du soja. C'est dommage parce que c'est un groupe non seulement qui est très intéressant sur le plan nutritionnel, mais également très intéressant sur le plan agronomique. Les légumineuses en général, par définition, ces plantes elles sont capables de fixer l'azote de l'air, donc il n'y a pas besoin d'engrais. Pas toujours le cas, mais souvent, ce sont des plantes qui ont aussi peu de besoin en eau. Du coup, sur le plan du rendement, c'est absolument très intéressant. Sur les aliments aussi, on a un indice glycémique faible. Alors ça, c'est précieux, c'est un aliment qui est riche en glucides, mais qui a aussi un indice glycémique faible. C'est important pour prévenir le diabète. Donc, il y a une efficacité prouvée concernant les légumineuses pour prévenir le diabète type 2. C'est très important vu l'épidémie de diabète qui sévit actuellement en Occident. Les légumineuses, non seulement c'est riche en protéines, en glucides, mais aussi en fibres alimentaires, en calcium, en fer, en zinc. En fait, dans les légumineuses, il y a quasiment tout. Tous les macronutriments, tous les micronutriments céréaliers, sauf la vitamine B12, et puis il n'y a quasiment pas de lipides non plus. Les lipides dans les légumes, dans les légumineuses, c'est marginal, c'est de l'ordre de 0,5 à 1%, c'est les céréales. Diapositive suivante. Alors les céréales. Alors ça, c'est superstar après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est massivement subventionné par la politique agricole commune. Donc tout ce qui est blé, maïs, riz, c'est très accessible. Parce que c'est subventionné, on touche partout, c'est rentré dans la culture. Donc tout le monde en mange. En général, ce qu'on mange, c'est le riz blanc, le blé sous forme de pain ou de pâte, le maïs un peu moins. Diapositive suivante. Mais il y a des céréales plus originales qu'on ne consomme plus. L'orge, sorgho, millet, seigle. En fait, on ne se rend pas compte, mais il y a eu une forte diminution de la diversité alimentaire. Avant, il y avait des dizaines, des centaines de céréales différentes. Souvent, chaque région en France avait ces céréales particulières, des variétés un peu spéciales. Et toute cette diversité a disparu au cours du temps. Et maintenant, on se retrouve à en manger quasiment plus que du blé et du riz, et un peu de maïs. Voilà. Donc c'est consommé massivement en Occident, surtout sous forme de pain, de pâte et de riz. Pour la santé, il vaut mieux privilégier les formes complètes. Alors là, c'est pareil, c'est pas tellement dans la culture. Après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est mis à transformer les aliments, on s'est mis à les raffiner. Avant, c'était classe de manger du pain blanc, puis on disait manger son pain noir. Maintenant, c'est l'inverse, maintenant quasiment tout le pain est du pain blanc, et c'est le pain qui est peu raffiné, qui est considéré comme étant du pain luxueux. En fait, quand c'est possible, si vous aimez le goût, si l'aliment est disponible, il vaut mieux privilégier les formes complètes. Alors pourquoi? Parce que le raffinage enlève les micronutriments dans l'écorce, comme le chrome et bien d'autres. Le raffinage aussi augmente l'indice glycémique des aliments. En fait, vous avez dû constater qu'il y a une épidémie de diabète en Occident, et cette épidémie de diabète est une grande partie attribuable au fait qu'on a pris cette habitude de raffiner les aliments. Du coup, lorsque vous mangez les aliments qui sont déjà pré-digérés, et le taux de glucose après le repas augmente beaucoup plus vite. Ce qui est un problème. Diapositive suivante. Vas-y. C'est juste, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, quand vous prenez des produits complets, là, il faut vraiment les prendre bio. Je ne suis pas une fan du bio, enfin, j'en mange comme tout le monde un petit peu, mais pour les produits complets, c'est important parce que les pesticides, ils se concentrent dans l'enveloppe. Donc à la limite, si vous ne les prenez pas bio, il vaut mieux manger du riz blanc que du riz complet pas bio, parce que là, vous avalez tous les pesticides qui ont été balancés sur les récoltes. C'est vrai, c'est qu'il y a une pratique, par exemple, lorsqu'on conserve le blé, on met carrément l'insecticide, pratiquement pur, dans les silos où on conserve le blé. Et c'est surtout l'écorce qui prend. Lorsqu'on va raffiner du tel blé, on va enlever aussi l'écorce, donc on va enlever une grande partie de l'insecticide. Donc c'est vrai. Donc, du point de vue de l'indice glycémique, le complet c'est toujours mieux, mais par contre, du point de vue de la quantité de pesticides, eh bien, lorsque c'est complet, il y en a plus. Donc effectivement, c'est un problème. Alors, maintenant, les fruits. Diapositive suivante. En fait, c'est la meilleure forme de dessert que l'on connaisse actuellement. En fait, c'est pas facile de trouver des aliments qui sont bons pour la santé et qui ont le goût du sucré. Alors, il y en a, justement, les fruits, mais bien souvent, les aliments qui ont un goût sucré, ils ont un goût sucré parce qu'on a rajouté du sucre raffiné. Et le sucre raffiné a cet inconvénient de faire monter haut le taux de sucre après les repas, qui explique non seulement l'épidémie de diabète, mais aussi l'obésité. Parce que lorsque vous vous retrouvez avec beaucoup de sucre après un repas, ce sucre excédentaire, il faut le stocker. Vous allez fabriquer une hormone qui s'appelle l'insuline, et cette hormone aide à la transformation du glucose sous forme de graisse
qui se déposent sous la peau, mais aussi un peu dans le foie et dans les muscles. Voilà. Alors j'ai marqué que le fruit ne protégeait pas du diabète. Alors il ne donne pas non plus. Il y a quelques études qui trouvent certains fruits spécifiques protègent du diabète. En général, le fruit n'a pas la prétention de protéger le diabète, mais il ne le donne pas. Alors c'est pas une pratique déjà énorme parce que ça permet d'avoir des aliments sucrés sans favoriser le diabète. Diapositive précédente. Alors en plus, c'est un aliment qui est riche. Un groupe alimentaire qui est riche en vitamines, minéraux, phytonutriments, mais aussi en fibres alimentaires. Donc ça aide à lutter contre le cancer du côlon. Diapositive suivante. Voilà, les oléagineux. Alors je pense que les oléagineux, ce sont de grands outils. Diapositive suivante. Alors, c'est très utile pour ceux qui cherchent à prendre du poids qui ont peur d'en perdre, parce que les oléagineux ont complètement été mis de côté, déconseillés par la plupart des nutritionnistes, parce que c'est très calorique. Alors c'est vrai, c'est très riche en énergie, il y a beaucoup de lipides dans les oléagineux, tout leur nom. Du coup, beaucoup les bannissent. Et je pense que c'est une erreur, je vais expliquer pourquoi. Alors déjà, on va définir ce que sont les oléagineux, qui est 12 sous-groupes. Il y a les fruits à coque, donc, par exemple noix, noisettes, amandes, pistaches, cacahuètes, c'est ça les oléagineux, mais il y a aussi des graines. Donc graines de tournesol, graines de lin, graines de touche, graines que vous connaissez. Donc tout ça est très riche en lipides. Mais c'est des aliments très intéressants parce qu'ils ont fait la preuve de leur efficacité par des études épidémiologiques pour baisser la mortalité cardiovasculaire. C'est très important. C'est beaucoup de graisse, mais c'est des bonnes graisses. Les oléagineux contiennent tous les macronutriments nécessaires à la vie, les protéines, les glucides, les lipides. Ce sont des aliments qui ont un indice glycémique bas, donc pour les diabétiques c'est pas mal. Et c'est pratique, ça ne nécessite aucune préparation particulière. Bon, ceux qui sont très paresseux, qui n'aiment pas du tout faire la cuisine, qui veulent tout prêt, qui voyagent beaucoup, ça peut être utile. Donc les oléagineux sont riches en lipides polyinsaturés qui ont tendance à protéger contre les maladies cardiovasculaires. Et en plus, ils sont très riches en micronutriments. Vous allez trouver du zinc, vous trouvez des vitamines, vous trouvez des phytonutriments. Diapositive suivante. Voilà, quelques règles d'optimisation pour bien s'alimenter. Alors, il vaut mieux privilégier les aliments peu ou pas transformés. Et tout ça, bien sûr, sont les tendances. Je suis bien conscient, ce que je propose là ce soir, c'est une sorte d'idéal. Entre l'idéal et ce qu'on fait, c'est diamétralement opposé dans la pratique. On fait un compromis entre ce qui est possible de faire et l'idéal. Alors pourquoi les aliments transformés, c'est pas terrible? Parce que dans le processus de transformation, en fait, on met de côté tout un tas de micronutriments qui sont bons pour la santé. On enlève les fibres alimentaires, on enlève des vitamines, on enlève des minéraux, et on se retrouve à ce qu'on appelle des calories vides. On retrouve juste des glucides, juste des protéines, juste des lipides, et ça, c'est pas l'idéal pour la santé. Il vaut mieux privilégier les aliments à indice glycémique faible pour la prévention du diabète et la maîtrise du poids. Malheureusement, l'information de l'indice glycémique, on trouve des tableaux sur Internet, et dans les tables nutritionnelles, malheureusement, vous ne trouvez pas toujours l'information de l'indice glycémique. L'un des secrets pour garder la ligne, l'un des secrets pour rester en bonne santé, c'est de favoriser. Alors, si vous êtes en sous-poids, c'est une règle que vous oubliez, c'est l'inverse. Si vous avez un poids normal, une tendance au surpoids, favorisez les aliments à densité calorique faible. Alors, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple, et vous allez comprendre, il n'y a pas de développer. Prenez une pomme entière, 50 kcal. Un carré de chocolat, 50 kcal. Donc, on se dit c'est la même chose. Sauf que quand vous mangez une pomme, c'est une pomme, 50 kcal. Un carré de chocolat, 50 kcal, aussi pareil. En fait, il y a autant d'énergie dans une pomme que dans un carré de chocolat. Sauf que la différence, c'est que l'un est rassasiant et l'autre pas beaucoup. Donc, lorsqu'on a mangé un carré de chocolat, on a envie d'en manger un deuxième. Donc, vraiment, je mange une pomme. Si on a faim, peut-être qu'on en mangera une deuxième, peut-être une troisième, après on arrête spontanément sans effort. Il n'y a pas d'effort à faire en fait. Parce qu'on arrive à satiété. Donc le secret pour arriver à satiété, c'est de manger des aliments qui ont une densité calorique faible. Voilà. Alors conversion biologique c'est mieux, mais c'est pas indispensable. Voilà. Toujours un plus, mais manger vegan, bio, partout, tout le temps, chez soi, à l'extérieur, en voyage, là, c'est pas évident. Hein. Mais quand c'est possible, on essaye de le faire. On a aussi intérêt à optimiser le rapport oméga-6 et oméga-3. Les oméga-6 et les oméga-3, ce sont des types particuliers de lipides. Alors, ce n'est pas que les oméga-6 soient mauvais, c'est que les oméga-6, on en consomme trop. Indispensable à la vie, on en consomme trop. Alors, les oméga-3, on a tendance à ne pas en manger assez. Donc, c'est pour ça qu'on pousse les gens à manger plus d'oméga-3. C'est une règle d'optimisation importante dans l'alimentation, parce que les oméga-6 ont un effet pro-inflammatoire qui ont tendance à favoriser l'asthme, les maladies auto-immunes, etc. L'inflammation en général. Diapositive suivante. Alors, vous maintenant. pouvez donner des exemples? Oméga 3, oméga 3. Alors, oui, je vais vous donner des exemples.
Alors, dans le règne végétal, les deux records, ce sont les graines de lin et les graines de chia. CHIA. Voilà, alors. Les graines de chia, c'est un aliment de luxe, pas très disponible, ça existe. Les graines de lin, c'est facile à trouver. Les deux aliments que je viens de citer, c'est les deux seuls au monde qui contiennent plus d'oméga 3 que d'oméga 6. C'est très rare. En général, alors, si on prend par exemple l'huile de colza, qui est considérée comme riche en oméga 3, l'huile de colza, vous avez 3 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, donc il y a un ratio à 3, c'est considéré à juste titre comme étant riche en oméga 3. Alors, mais c'est correspond au métabolisme. Le métabolisme, pour fonctionner de manière optimale, il y a besoin de plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Quand on mange des graines de lin, ça permet de baisser la moyenne et on peut se permettre comme ça de prendre par exemple du tournesol, ça fait une moyenne et on peut arriver au ratio considéré comme idéal. Donc le ratio des graines de lin, c'est 0,25. Ça veut dire qu'il y a 4 fois plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Alors, on va parler d'autres sources. Aussi le soja, il y a un ratio à 7. Vous en avez aussi dans les noix. Les noix de Grenoble, pas toutes les noix. Dans les cacahuètes, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'oméga 3. Dans les amandes, il n'y a pas beaucoup. Il y en a. Il y en a dans toutes les huiles. Toutes les huiles sont des mélanges de tout. Vous avez des graisses saturées, des oméga 9, des oméga 6, des oméga 3, dans tout, sauf une question de proportion. Donc on a tendance à conseiller les huiles, les sources qui sont riches en oméga 3 en proportion par rapport aux oméga 6. Voilà. Vous avez entendu que les graines de lin, il fallait les moudre? Alors c'est vrai, si on ne moud pas les graines de lin, en fait, il y a une coque qu'on ne peut pas digérer facilement, et ça sort dans les selles, comme c'est rentré, on ne peut pas profiter de l'aliment. C'est tout à fait exact. Voilà. Alors, on parlait d'un sujet qui passionne les foules, sont les carences. Donc, beaucoup de professionnels de santé, beaucoup de patients sont persuadés que le végétalisme, c'est une alimentation compliquée à équilibrer, et qu'on risque d'avoir beaucoup de carences, il va falloir avoir beaucoup de connaissances pour s'en sortir. Voilà, c'est l'idée la plus commune. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. En fait, déjà, il faut relativiser le problème. Si on veut vraiment voir les choses comme elles sont, tout le monde devrait se poser cette question. Parce qu'en fait, l'alimentation de monsieur tout le monde, l'alimentation standard à base de viande, d'œufs, à base de céréales, etc., de pâtes, voilà, c'est ça, eh bien, elle est très riche en protéines, en glucides, en lipides, mais elle est carencée en micronutriments. Diapositive suivante. Donc notre alimentation en général est trop riche en protéines, en lipides, en glucides, mais d'après l'étude Sudimac, c'est pas la seule. Alors j'ai pris l'étude Sudimac parce que c'est une grande étude, on a suivi 8000 personnes pendant 8 ans, c'est une étude française, on a dosé beaucoup de choses, et on s'est aperçu, ça doit faire beaucoup de bruit, je sais pas pourquoi. L'étude Sudimac, ça a fait du bruit à l'époque, mais on n'a pas parlé de tous les détails, et l'un des détails, c'est qu'on s'est aperçu que dans la population française, il y a beaucoup de carences en micronutriments. Alors par exemple, alors là, entre 60 et 90% de carence en vitamine D, comme demi. Mais c'est des carences en vitamine C, on a 30% de carence en vitamine C, 10% de carence en vitamine B9. Donc ça veut dire que malgré la surnutrition, on arrive quand même à être en carence. Voilà. Il faut quand même le rappeler. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de politique de santé publique plus active pour en fait pallier les carences dues à l'alimentation occidentale qui est devenue trop pauvre en micronutriments. Alors, pas développer, parce qu'on n'a pas le temps, mais souvent produisent moins de micronutriments in fine. Il y a aussi des méthodes de conservation. La vitamine C, c'est une vitamine qui est très fragile. Et dans les épinards, par exemple, tous les 3 jours, il y a 50% de vitamine C en moins. Donc plus on attend, plus moins il y a de vitamine C. Donc lorsqu'on a la chance de manger très vite, une fois après que ça a été cueilli, il y a plein de vitamine C, mais si on attend 15 jours, il n'y en a pas beaucoup. Ça explique par exemple pourquoi il y a 30% de carence en vitamine C dans la population. Diapositive suivante. Donc en fait, dans une alimentation végétarienne, végane, oui. J'ai pas compris ce que vous déduisez de tableau. Ouais. Alors on a vu qu'il y a une carence chez les omnivores. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a. De manière générale. Ouais, voilà. Donc dans cette salle, si on fait des prises de sang à tout le monde, là à la sortie, on fait une prise de sang à tous, on envoie ça au laboratoire. J'ai trouvé que. Alors là, ça va à Marseille, moi. Alors, les carences en vitamine D à Marseille, déjà, c'est plus rare, mais il y en a quand même, parce que même quand il y a beaucoup de soleil, il y a énormément de carences en vitamine D en Arabie Saoudite. Alors en Arabie Saoudite, le soleil ne manque pas, mais il y a beaucoup de gens qui se voient. Alors on se voit, il y a des le soleil, on manque de vitamine D, etc. Vas-y. Pour la vitamine D, justement, vous pouvez demander aux gens qui tiennent des laboratoires de biologie. Il y a 70% de la population française qui est en carence assez chronique de vitamine D. Malheureusement pour les animaux, on est loin d'être 70% de véganes. Donc en fait, essentiellement, c'est les omnivores. Parce que finalement, les véganes, comme ils le savent, ils font attention, ils en prennent.
Dans cette salle, si on fait une prise de sang, pareil, on va trouver 30% de carence en vitamine B9. Donc, je disais 10% de carence en vitamine B9 et 30% de carence en vitamine C. Donc là où je veux en venir, c'est que les carences, en fait, c'est commun, mais on s'en préoccupe pas. On s'en préoccupe que chez les végétariens. C'est dommage. Diapositive suivante. Alors, en fait, chaque alimentation a ses spécificités. Chaque façon de faire a des avantages et des inconvénients. Donc, certains nutriments sont effectivement plus difficiles à trouver dans une alimentation purement végétale, mais il y a aussi beaucoup de nutriments qui sont plus faciles à trouver. En fait, il y a moins de carence en vitamine B9 chez les véganes, 1%. Il y en a moins en vitamine C. Il y en a quand même parce que souvent les fruits et légumes sont trop pauvres en vitamine C. Mais il y en a moins. Il y a nettement moins de carences en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, ce sont des glucides particuliers qu'on ne peut pas digérer. Ça sort comme ça rentre. Mais ils ont quand même une utilité parce qu'ils ramollissent les selles, ils diminuent le taux de cholestérol, ils modifient la flore intestinale dans un sens favorable. Donc les fibres alimentaires sont très utiles en fait. Il y a une carence généralisée en fibres alimentaires en nutrition générale parce qu'on a remplacé les protéines végétales par des protéines animales. Il n'y a aucune fibre alimentaire dans les produits d'origine animale, alors qu'il y en a, pas tous, mais dans certains produits d'origine végétale. Et ça, il y a moins de ce genre de carence chez les véganes. Il y a des problèmes, des carences communes entre les deux alimentations. La vitamine D, par exemple, on vient d'en parler, c'est un problème généralisé, qu'on soit végétarien, vegan ou omnivore. Les oméga 3 aussi, c'est un problème qui est commun. Voilà. Oui. C'est ça. Alors, il faudrait faire une conférence d'1 heure pour l'expliquer. C'est pas évident. Mais en fait, c'est très approximatif. C'est déterminé pour des populations. Et si on voulait faire de la science vraiment pointue, il faudrait le déterminer par individu. On va définir la carence. En fait, il y a une carence, mais il y a un préjudice pour la santé. Il y a la subcarence, où le métabolisme ne fonctionne pas de manière optimale, mais il fonctionne quand même. Il y a la carence profonde qui a des conséquences importantes. Par exemple, celui qui a forte carence en fer, eh bien, vous allez avoir une anémie et, par exemple, vous êtes très fatigué. Alors là, c'est une carence qui a des conséquences vraiment importantes, visibles sur votre organisme. Alors, la définition de carence, c'est l'insuffisance d'apport des aliments nutritifs qui va avoir des conséquences pour la santé. Voilà. Et ce seuil, justement, il varie sur les individus. Et on a tendance à donner des seuils assez élevés parce qu'on a peur que les gens manquent. Par exemple, les seuils qu'on donne pour les protéines sont beaucoup trop élevés. Diapositive suivante. Par rapport aux deux carences que vous avez citées juste avant, oui. qui est commune aux deux, c'est la vitamine D, on peut la revoir. D'accord, diapositive précédente. Oméga 3, est-ce qu'il est plus facile de remédier par un régime végétal ou par un régime omnivore? Alors, en fait, aucun des deux. Les deux, c'est compliqué dans les deux. Il faut des aliments très spécifiques. Donc, chez les omnivores, il faudra manger du poisson. Puis chez pour les oméga 3, pour les véganes, tu vas falloir manger. Alors, les omnivores peuvent aussi manger les sources végétales d'oméga 3. On peut aussi manger des graines de lin, des noix, l'huile de colza, etc. Une question en plus. C'est une bonne question. Est-ce que la cuisson diminue la quantité? Ça peut diminuer la qualité. Hein. Quand on fait cuire à haute température les oméga 3, c'est pas bon. Ça les transforme de manière négative. Mais ouais, c'est une bonne question. Il y a intérêt à éviter les fritures en tout cas. Donc ça c'est vrai. Mais la source la plus simple, le meilleur marché sur le marché des oméga 3, c'est l'huile de colza. Une des sources qui a le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Et pour la vitamine D, c'est le soleil. Et si on ne peut pas prendre le soleil parce qu'on travaille tout le temps aux heures ouvrables, aux heures où il y a du soleil, j'ai fait un lapsus révélateur. Les heures ouvrables, on a, c'est parce qu'aux heures où il y a du soleil, on est au travail, on est en train de et le soleil à travers les vitres, ça ne marche pas. Il faut vraiment une exposition directe au soleil. Si on ne peut pas s'exposer suffisamment au soleil, ben, il n'y a pas le choix, il faut prendre des suppléments. Je pense que la plupart des Français devraient prendre des suppléments pour la vitamine D. Si c'est pas fait, c'est dommage. C'est aussi tout simplement entre midi et deux à sortir et à remonter ses manches en fait, et c'est vraiment se dire mon corps est capable de fabriquer de la vitamine D, autant profiter, ça il faut l'exposer au soleil. Et bon, les bras plus la figure pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, ça se stocke la vitamine D aussi, ça se perd longtemps. Donc on peut faire des stocks pendant l'été. C'est une très bonne idée. Si vous voulez savoir si votre système, est-ce que j'ai suffisamment de vitamine D ou pas, c'est pas compliqué, faire une prise de sang, et vous avez la réponse pour savoir si votre système fonctionne ou pas. Diapositive suivante. Oui.
Si on veut faire de l'optimisation nutritionnelle, oui, mais c'est pas indispensable à la vie. C'est pas vital, mais je pense que ça améliore le fonctionnement du métabolisme. Déjà, j'ai de la nutrition de haut niveau, mais je pense que c'est utile. Surtout, là où c'est plus utile, c'est chez la femme enceinte et chez les enfants. Pas vital, mais oui, s'ils veulent avoir une alimentation très optimisée, oui. Voilà. Mais c'est pas, il n'y a pas d'accident, on ne prend pas, il n'y a pas d'accident. C'est pas un problème vital. Alors, la vitamine B12, là, c'est un point plus sensible. Voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant, lorsque j'ai passé de nombreuses années à éplucher la littérature, et donc il y a un véritable fossé entre les lieux communs, ce qui est dans la conscience collective et ce qui est dans la littérature scientifique. Dans l'inconscient collectif, végétarisme égal, ça va être compliqué, on va avoir plein de carences. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est marqué noir sur blanc, dans la littérature scientifique, qu'en général, les végétariens s'alimentent mieux, qu'il y a moins de problèmes. Le végétarien avec peu de connaissances, il a moins de chances de se planter que le l'omnivore avec peu de connaissances. Donc le végétarien ne doit pas être une source d'anxiété, mais plutôt une source de satisfaction. Il y a un seul point délicat. C'est le seul micronutriment sur lequel vous plantez gravement, c'est la vitamine B12, c'est pour ça que j'insiste dessus. C'est le seul cas où il peut y avoir des accidents. Ça existe. C'est rare, mais ça existe. Pourquoi? Parce que la vitamine B12 est vraiment rare dans le règne végétal. Les protéines, par exemple, sans faire exprès, on ne sait même pas ce que c'est une protéine. Il suffit de manger à sa faim et vous allez facilement, sans en avoir conscience, couvrir vos besoins en protéines. Alors qu'avec la vitamine B12, si vous n'avez pas des connaissances, vous allez vous planter. Donc une carence peut exister dans l'alimentation végétalienne, mais il y a aussi des carences chez les omnivores. À peu près 20-30% de carences chez les omnivores de plus de 50-60 ans, parce qu'à partir d'un certain âge, on a du mal à l'absorber. Le tube digestif vieillit. Alors bien sûr, il y a la maladie de Werner, mais l'estomac, par exemple, va fabriquer moins d'acide chlorhydrique. Or, l'acide chlorhydrique est nécessaire pour détacher la vitamine B12 qui est attachée aux protéines dans la viande. Et même en mangeant la vitamine B12, même en mangeant beaucoup de vitamine B12 sous forme de viande pendant les 70 ans, par exemple, vous n'arrivez pas à l'absorber. Du coup, vous êtes quand même en carence en vitamine B12. Et ça, il y a peu de médecins qui savent ça. Je pense qu'on passe souvent à côté d'authentiques carences en vitamine B12. Des patients qui sont déments, avec la cause de démence, il y a des patients qui ont des troubles des fonctions supérieures et à qui on n'a pas pensé à la vitamine B12. Donc il ne faut pas hésiter à dépister ça chez les personnes âgées. Donc la vitamine B12, ce n'est pas un problème qui concerne que les véganes, ça concerne en fait beaucoup d'omnivores aussi. Alors dans ce cas, oui. Pourquoi la sécurité sociale ne rembourse pas les analyses de sang sur la vitamine B12? Si, elle rembourse la vitamine B12. La vitamine D, ils l'ont déremboursée malheureusement. La vitamine B9, c'est remboursé. Et je regrette que le dosage de vitamine D ait été déremboursé récemment. Alors c'est remboursé si on rajoute suspicion d'ostéomalacie ou insuffisance rénale, des astuces que je préfère rembourser. Mais je trouve ça vraiment dommage. C'est leur politique. Bon, c'est comme ça. Alors pour la vitamine B12, si on souhaite se complémenter parce qu'on est une personne de plus de 60 ans, omnivore ou végétal, on est complètement vegan, donc on peut utiliser 1000 microgrammes par semaine ou 10 microgrammes par jour. Donc il y a des ampoules faciles à trouver en pharmacie. Vous pouvez acheter sans ordonnance, une ampoule par semaine et là vous êtes tranquille. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est le plus gros marché de la vitamine B12. 95% de la vitamine B12 qui est produite sous forme de supplément, c'est pas pour les humains, c'est pour les animaux. Quand on mange de la viande, l'animal, on lui donne un supplément de B12. Donc indirectement vous supplémentez, mais vous ne savez pas. Parce que les techniques modernes font que l'animal n'arrive pas à fabriquer lui-même la B12. Je vais vous expliquer. Quand une vache pousse de l'herbe, son estomac contient des bactéries qui arrivent à fabriquer de la vitamine B12. Ensuite, cette vitamine B12 se retrouve dans la viande. Quand vous donnez des céréales à une vache, ça ne marche plus. Les bactéries n'arrivent plus à fabriquer de la vitamine B12, c'est comme l'objet de supplémenter la vache. Voilà. La plupart d'entre nous, en fait, se supplémentent, mais indirectement. Pardon? Est-ce que ça coûte moins cher de avec des céréales qu'avec de l'herbe? C'est une question de rentabilité. Surface aussi, parce que oui, c'est surface, ça permet de faire de l'intensif. Diapositive suivante. Alors les protéines, moi c'est vraiment un faux problème, mais comme c'est très débattu, ça déchaîne les patients, il faut en parler. Enfin, les besoins ne sont pas si élevés que ça. D'après l'OMS, les besoins sont de 0,66 g par kilo par jour. Ça veut dire que si vous pesez 50 kg, vous avez besoin environ de 33 g de protéines par jour. Voilà.
En France, on estime qu'on a besoin de 0,8 g par kilo de poisson. Parce qu'en fait, on prend une marge de sécurité, on a tellement peur de la carence qu'on prend près de 20% de marge de sécurité pour inclure les personnes qui ont des besoins plus importants. Parce qu'on a peur de la carence. On a plus peur de la carence que de la surcharge. En fait, alors, ça c'est une étude qui s'appelle l'étude INCA, Étude nationale de la consommation des Français, qui a été faite, et on a constaté qu'en moyenne, les Occidentaux consommaient 2 à 3 fois les besoins en protéines. En fait, le vrai problème, même chez les végétariens d'ailleurs, c'est pas en moyenne, c'est pas la carence en protéines, c'est l'excès de protéines. Alors bien sûr, il y a des exceptions, il y a des personnes âgées qui mangent de protéines, il y a des anorexies, etc. Il y a des gens qui ne mangent pas assez, donc on ne mange pas assez, on est carencé en protéines, mais c'est pas le problème le plus fréquent. Le problème le plus fréquent, c'est vraiment l'excès de protéines. Diapositive suivante. Alors, où trouver ces protéines dans le règne végétal? Ça, c'est important. Il y a beaucoup de... Moi-même, en 10 ans de médecine, j'ai dû avoir entre 0 et 5 heures de nutrition. Et au sortir de la fac, je ne connaissais quasiment rien en nutrition. La plupart des médecins ne savent pas qu'il y a des protéines dans les végétaux parce qu'on ne fait pas partie de l'enseignement. Donc il y a 3 grandes sources végétales de protéines. Plus importante, à mon sens, ce sont les légumineuses. Parce que là, les légumineuses, vraiment, la qualité des protéines est parfaite, il n'y a rien à dire. Voilà. Les céréales et les oléagineux sont également 2 très bonnes sources de protéines. Alors, ce qui sert d'argument pour dire que ce ne sont pas de bonnes sources de protéines, c'est que dans les céréales et dans les oléagineux, il y a un acide aminé qui existe, mais qui est moins abondant que la lysine. Donc, c'est considéré comme un facteur limitant, mais il y en a quand même. Et ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça ne pose pas de problème. En épluchant la littérature scientifique, j'ai été surpris de voir qu'il n'y a pas en fait plus de cas de carence en protéines chez les végétariens et véganes que chez les omnivores. Voilà, donc c'est pas... Il suffit de manger à sa faim pour assurer ses besoins en protéines. Et une fois qu'il suffit de manger régulièrement dans chacun de ces groupes alimentaires-là, ça fonctionne. Alors, à une époque, on était persuadés qu'on était obligé de faire une association légumineuses céréales, et même cette notion-là a été passée. En mangeant des légumineuses seules, ça marche, je ne sais pas une association. Si on fait une association légumineuses céréales ou légumineuses oléagineuses, c'est pas mal, ça peut être utile dans des cas justement de consommation alimentaire très faible. Si vous mangez de toutes petites quantités, là l'association a un sens. Mais si vous mangez de grandes quantités, ça n'a aucun intérêt. Diapositive suivante. Alors, on va parler de cette notion de qualité des protéines. Alors, c'est pareil, les protéines, on pourrait faire une conférence d'1 heure rien que sur les protéines. Alors, j'ai essayé de vous expliquer très très simplement ce qu'on entendait au sens classique de la qualité des protéines. En fait, on n'a pas vraiment besoin de protéines, nous avons besoin d'acides aminés. Les protéines sont comme des colliers de perles, et quand vous digérez, vous allez casser ce collier de perles, et vous allez le transformer dans des petites boules élémentaires, parce qu'on les perles. En fait, il y a 20 perles différentes qu'on enfile, et les protéines ne sont que des assemblages d'acides aminés élémentaires. Et les acides aminés, c'est un langage commun du vivant. Qu'on soit une bactérie, qu'on soit une plante, qu'on soit un animal, eh bien, on est tous faits, à peu près, avec des exceptions, c'est vraiment anecdotique, on est tous faits des mêmes acides aminés, et ce qui distingue une protéine d'une autre, c'est la séquence, l'assemblage, l'ordre dans lequel on va associer tel ou tel acide aminé. Et le processus de la digestion consiste à désassembler les protéines, on va faire des acides aminés, et lorsqu'on fabrique notre propre protéine, on réassemble les acides aminés. Voilà, donc, en fait, on n'a pas besoin de protéines, on a besoin d'acides aminés. Et certaines protéines sont plus limitées dans certains acides aminés essentiels. Donc les céréales sont limitées en lysine. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une protéine de qualité? Par exemple, si j'ai 3 bandeaux bleus, 5 bandeaux blancs et 4 bandeaux rouges, j'ai un bandeau, on va dire que c'est un acide aminé. Eh bien, je peux faire 3 rapports tricolores. Alors, là, c'est le bandeau bleu qui est avec le facteur limitant. Je n'ai pas assez de bandeaux bleus, ça m'empêche de fabriquer plus de rapports tricolores. Donc, une protéine de qualité serait une protéine qui est relativement équilibrée, une qualité des acides aminés essentiels qui permet de fabriquer un maximum de protéines. Et dans la pratique, on a trop de tout. On a trop d'acides aminés, toutes sortes, ce qui fait que l'équilibre des protéines n'a aucun intérêt. Diapositive suivante. Alors, on va parler de l'intérêt des protéines végétales. Parce qu'en fait, à mon sens, quand on parle de qualité des protéines végétales, on n'a pas une vision globale des choses. On se focalise justement sur la proportion dans les différents acides aminés essentiels, mais on ne parle pas de ce qu'il y a autour. Lorsque vous mangez une protéine, vous ne mangez pas la protéine isolée. Quand vous mangez votre steak, vous ne mangez pas un isolat de protéine de steak. Vous allez manger aussi des lipides qui sont autour.
Alors, vous mangez un tout quand vous mangez des lentilles, vous mangez des pâtes, vous ne mangez pas que le gluten ou le isolé, vous allez aussi manger des fibres alimentaires, vous mangez aussi des glucides. Donc c'est un tout. Et en général, l'avantage du céréales et des légumineuses, c'est que ce n'est pas assez chaud de lipides. Donc si on veut une alimentation qui est pauvre en lipides, à part les oléagineux, on arrive à consommer des protéines sans consommer les lipides, c'est pas intéressant. Ensuite, l'avantage des protéines végétales, c'est que ça associé à des fibres alimentaires, à des phytonutriments. Quand vous mangez un steak, 0 fibres alimentaires. C'est embêtant. Les protéines végétales ont également d'autres avantages. Le rapport arginine sur lysine. Alors l'arginine, c'est un autre acide aminé qui n'est pas essentiel. On peut le fabriquer avec quelque chose. Mais malgré ça, on a remarqué que lorsqu'on mange plus d'arginine, on arrive à fabriquer davantage de monoxyde d'azote. Ça explique pourquoi, lorsqu'on mange plus de protéines végétales, on a moins de maladies cardiovasculaires. Je pense que ce qui fait que le végétarisme a des avantages pour la santé cardiovasculaire, il n'y a pas uniquement le fait qu'il y ait des lipides de meilleure qualité associés aux protéines végétales, mais aussi, je pense que la protéine végétale en elle-même comporte des bénéfices sur le plan cardiovasculaire. Le monoxyde d'azote a tendance à dilater les artères. Diapositive suivante. Alors maintenant, on va parler des... Oui. Les phytonutriments, ça fait 2 fois que vous en parlez. Vous pouvez nous en dire... Alors, j'ai pas d'Italie pour une raison simple. Vous pourrez faire une conférence de 2 heures, rien que sur les phytonutriments. Les phytonutriments, c'est des sortes de médicaments naturels. Ce sont des molécules qui n'ont pas une utilité métabolique directe dans l'organisme. Ça ne rentre pas dans la composition du métabolisme. Ce n'est pas un constituant qu'on va inclure, je sais pas, dans les muscles, etc. Mais c'est sorte des médicaments naturels qui ont des effets. Et souvent des effets anti-cancer ou anti-inflammatoires. C'est extrêmement complexe. Et on a remarqué que lorsque si on mange des oignons, par exemple, il y a un effet anti-cancer très fort. Ils sont expliqués par un cocktail de phytonutriments. Après, il y a des dizaines de familles, il y a des livres entiers qui expliquent toutes les formules chimiques des différents phytonutriments. Voilà. Alors maintenant, on va parler des bénéfices pour la santé d'une alimentation végétale. Alors, l'intérêt pour la santé, ce qui est intéressant, c'est que ça ne prévient pas des maladies qui sont rares. Ça concerne vraiment des fléaux de santé publique. Alors, l'obésité est moins fréquente. On a remarqué que les végétaliens ont moins d'obésité que les végétariens, eux-mêmes moins d'obésité que les omnivores. Alors après, c'est pas absolu, il y a des véganes qui sont obèses, et des omnivores qui sont très maigres. Mais en moyenne, ils sont plus minces. L'hypertension est également moins fréquente. 40% de cas d'hypertension en moins chez les végétariens que chez les omnivores. L'hypercholestérolémie est beaucoup moins fréquente. Sachez que si vous passez d'une alimentation occidentale standard, du jour au lendemain, vous devenez végane, c'est aussi efficace de faire baisser le taux de cholestérol que consommer une classe de médicaments qu'on appelle les statines. C'est impressionnant quand même. Voilà. Ça peut être une alternative aux statines. Si on a un patient qui est très motivé, qui est prêt à faire des efforts radicaux dans une alimentation et qu'il a une douleur musculaire à cause des statines, ça peut arriver, et ça peut être une alternative. Le diabète de type 2 aussi nettement moins fréquent chez les véganes. Alors attention, parce que tous les aliments véganes ne sont pas bons pour le diabète. Les chips, c'est pas bon. Le pain blanc, le riz blanc, il y a quand même des aliments qui sont végétariens mais qui ne sont pas bons pour la santé et qui peuvent favoriser le diabète. Mais en général, en moyenne, on constate moins de cas de diabète aussi parce que, et ça, il y a des diabétologues tout à fait conventionnels qui le reconnaissent, on a remarqué que la viande rouge favorisait le diabète de type 2. Ça, c'est écrit sur le site d'information de la viande. Ils ont été obligés de le reconnaître. Incroyable. Ils n'ont pas pu continuer à nier, tellement d'études. Alors, ils ont roubé ça en disant oui, alors effectivement, alors ils essayent d'expliquer pourquoi. Enfin, je sais pas, ils sont très mal. C'est écrit sur un site d'éleveur. C'est pour la vie, ça va le diabète. Je vous le dis pour les sceptiques. Là où l'effet est le plus puissant pour la santé, c'est sur les maladies cardiovasculaires. Souvent, les études, on en a entre 20, 30, moins 40, moins 50% de risque au moins de développer, par exemple, une angine de poitrine en étant vegan qu'en étant omnivore. Sur les cancers, l'effet est moins important. Peut-être à cause des pesticides, je ne sais pas. Il y a un effet important sur le cancer du côlon, le cancer de la prostate, sur le cancer du pancréas aussi, mais ça peut être parfois moins évident sur d'autres localisations. Diapositive suivante. Voilà. Alors, il y a aussi, voilà, j'ai parlé de l'intérêt pour la santé, qui ne correspond pas à des fonctions vitales, mais c'est pas important, ça c'est une découverte récente. Il a remarqué qu'il y a 40% de risque de mort, 40% de risque de caractère pour moi, entre les véganes stricts et les gros mangeurs de viande, avec tous les intermédiaires. C'est-à-dire que les végétariens ont plus de risque de cataracte que les véganes,
Les petits mangeurs de viande montent plus que les végétariens, les gros mangeurs de viande plus que les petits mangeurs de viande. Une étude qui a été publiée en 2011, c'est donc assez novateur, c'est assez récent, publiée par le Dr Appleby, prestigieuse revue American Journal of Clinical Nutrition. Voilà, c'est intéressant. Diapositive suivante. Alors ça, c'est pour moi l'argument phare, parce que la nutrition c'est quelque chose de complexe, il y a 36 000 paramètres, on peut toujours arguer du fait que mon aliment est plus riche en ceci, moins riche en cela, etc. Pour vraiment, on peut facilement imaginer qu'un aliment peut être bon pour une chose, mais mauvais pour une autre, et rien ne vaut un test global. En fait, un test global, c'est un test qui va évaluer toutes les maladies, qui va évaluer l'espérance de vie, qui va utiliser un critère de jugement très difficile à obtenir en médecine, qui est la mortalité globale, toutes causes confondues. On peut simplifier en langage plus courant en espérance de vie. Alors, c'était peu étudié. Il y a une étude majeure qui a été publiée en juillet 2013, donc c'est récent, c'est même pas 3 ans, et qui est une avancée considérable dans le domaine de la nutrition végane. Parce que là, on a vraiment une évaluation précise sur un critère de jugement très exigeant. Alors, mortalité globale, toutes causes confondues. Donc, on l'a dit, c'est un critère très difficile à obtenir. Il y a des médicaments qui sont sur le marché pour lesquels on n'a pas ce critère-là. Il y a des médicaments contre le diabète. Alors, la metformine, par exemple, on a prouvé son efficacité avec des études portant sur la mortalité globale, toutes causes confondues, mais malheureusement, la plupart des médicaments contre le diabète, on sait qu'ils sont efficaces à faire baisser le taux de sucre dans le sang. On les évalue à moyen terme par l'usage de l'hémoglobine glyquée. Mais par contre, la fois, on s'aperçoit que ça n'a pas d'impact sur la mortalité globale, toutes choses confondues. C'est embêtant, des fois, ça fait augmenter même. Des médicaments pour le cholestérol ont été retirés du marché parce qu'ils étaient capables de faire baisser. Alors, on va voir ça. Vous pouvez expliquer en quoi le fait de la mortalité globale de toutes causes confondues, en quoi c'est intéressant? Alors, c'est intéressant parce que c'est la réalité. C'est plus les théories, plus dans les théories, on est dans ce qui se passe dans la vraie vie. Pour donner un exemple, il y a des médicaments contre le cholestérol qui ont été retirés du marché. Ils étaient efficaces pour baisser le taux de cholestérol, mais on aurait plutôt des plus de morts dans le groupe qui prenaient les médicaments que ceux qui ne prenaient pas. Alors, on a arrêté, c'est pas le but. Le but de faire baisser le cholestérol, c'est pas un but en soi. Le but, c'est derrière éviter des événements comme un infarctus du cœur et sauver des vies. Ici, on soigne un chiffre d'ensemble et ça ne se traduit pas par des bénéfices réels dans la vie, ça va pas. Voilà, c'est vrai qu'il faut se méfier des critères intermédiaires, il vaut mieux avoir des critères plus globaux. Voilà. Je vous ai mis c'est la seule étude qui a étudié ce critère-là dans l'alimentation végane et qui a une très bonne méthodologie statistique. Ça a été publié le 3 juin 2013 dans le JAMA Internal Medicine en 2013, diapositive suivante. Et alors voilà comment a été conçue l'étude. Alors évidemment, pour que ce genre d'étude ait une valeur, il faut que les groupes soient homogènes. S'il y a plus de tabac, plus d'exercice physique dans l'un de l'autre, ça ne veut rien dire. Évidemment, ceux qui ont fait ça ne sont pas idiots, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour le plus possible limiter les risques de facteurs autres qui allaient complètement biaiser les résultats, pour que l'alimentation soit le seul facteur expliquant d'éventuelles différences. Alors, c'est une étude de cohorte. On a suivi 73 000 personnes parmi les adventistes du 7e jour. Alors, les adventistes du 7e jour, c'est une communauté religieuse, c'est une branche de la chrétienté qui a une conception spirituelle intéressante. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le corps, c'est un temple, il faut le soigner, c'est le temple de Dieu, il faut s'en prendre soin. C'est des gens qui prennent beaucoup soin de leur santé. Et c'est une étude qui a été faite. Les omnivores étaient adventistes du 7e jour. C'est déjà des omnivores qui prenaient beaucoup soin de leur santé. C'est un groupe relativement homogène, c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, parce que si on prend des gens qui sont trop hétérogènes, les différences ne veulent plus rien dire. On a suivi plus de 73 000 personnes pendant presque 6 ans. Et parmi ces personnes, il y a des omnivores, des semi-végétariens, des ovo-lacto-végétariens et des purs végétariens. Voilà. Donc, tout le monde vous dit que le végétarisme est dangereux. Tout le monde vous dit que tu fumais est dangereux. Alors, si le végétarisme est dangereux, on devrait voir la mortalité globale plus que augmenter. Sinon, c'est pas dangereux. Et alors, qu'est-ce qu'on constate dans cette étude-là? Ben non. En fait, il n'y a pas une augmentation, c'est pas du plus 10%, plus moins 15%. Alors, c'est pas dangereux. Au contraire. C'est intéressant de voir que plus on va vers le végétal, plus en fait la mortalité globale, toutes choses confondues, diminue.
Voilà, donc dans cette étude, les véganes faisaient mieux que les volatures végétariens, qui faisaient mieux que les semi-végétariens, c'est mieux que les omnivores. Voilà. Alors après, si on revêt d'autres études dans d'autres circonstances, peut-être qu'on trouverait un peu différent, c'est possible. Hein. Mais quand on vous vend l'idée que le véganisme est dangereux, ça n'a pas de sens, ce n'est pas du tout supporté par de la bonne science. Je pense que c'est surtout dû au fait, c'est dû aux préjugés, c'est surtout dû au fait que beaucoup de nutritionnistes ont un conflit d'intérêt avec la Daniel Nestlé. Daniel Nestlé, en tant que grand vendeur de produits liquides, ils ont aucun intérêt à propager l'idée qu'on peut se passer de produits liquides pour la santé. C'est positif, non? Oui. Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai oublié la définition qu'ils ont donnée dans l'étude. C'est quelqu'un qui mange peu de viande et il me semble que ça avait été défini dans l'étude comme étant une personne qui mange de la viande maximum 2 fois par semaine. Mais j'avoue que j'ai oublié la définition qu'ils ont donnée dans cette étude-là. Alors c'est ça qu'on peut faire dire à ce terme-là n'importe quoi. Est-ce que c'est 5 fois par jour, 1 fois par semaine, 1 fois par semaine? Il me semble que dans cette étude-là, c'était 2 fois par semaine. Excusez-moi. Ici. Oui. Il me semblait qu'il y avait une autre catégorie en fait dans cette étude, c'était les pesco-végétariens. Il y avait un résultat encore, a priori, encore meilleur que... Complètement. À cause des oméga 3 HMO. D'accord. Voilà, complètement. Voilà. Avant, on avait ce genre d'informations uniquement chez les végétariens. Il n'y avait aucune étude qui avait étudié spécifiquement les véganes. Alors, comme j'essaie d'être honnête sur le plan scientifique, si on veut prendre les études les moins favorables au végétarisme, je parle du végétarisme, ça existe des études qui montrent qu'il n'y a pas de différence de mortalité globale, tout est confondu, entre les végétariens et les omnivores. On sait depuis une dizaine d'années maintenant que le végétarisme c'est très au point. Au pire, c'est pareil, et bien souvent c'est meilleur pour la santé. Vous avez une question? Oui, mais il n'existe pas dans la littérature de preuves scientifiques qui montrent que le fait d'être végétarien ou végétalien augmente les risques. Sauf pour la carence spontanée. Oui. La question qu'il pose, elle est importante. Oui. Il dit que les pesco-végétariens, dans le tableau précédent, c'était ceux qui avaient la... Non, il y avait deux catégories. Lui, il dit que les pesco-végétariens, dans l'étude, avaient le meilleur taux, c'est ça? C'est ce qui a la mortalité globale, la mortalité inférieure au vegan. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et pourquoi même, ça n'apparaît pas dans votre... Voilà, ça n'apparaît pas parce qu'il y a un tableau encore plus grand que ça. Il y a un tableau aussi qui fait une distinction entre hommes et femmes. On a remarqué par exemple que ça marche. Par exemple, parmi par exemple, les véganes, c'est surtout efficace chez les femmes, chez les hommes. Chez les femmes, ça marche pas bien. Par volonté de simplifier, mais je donne les références de l'étude, tout un chacun peut vérifier le travail que j'ai fait. Et si vous lisez tout entier, vous aurez un tableau beaucoup plus précis. Et vous verrez par exemple que le véganisme, même le végétarisme, ne marche pas de la même façon chez les hommes et chez les femmes. C'est plus efficace chez les hommes. Les hommes ont plus intérêt à devenir véganes que les femmes. Pourquoi? On peut penser que les oestrogènes protègent les femmes des maladies cardiovasculaires et que du coup, les femmes vont être moins sensibles aux végétariennes que les hommes. Voilà. Donc il y a beaucoup plus. Moi je vous incite à lire les trucs. Vous avez beaucoup plus d'informations que ce que je vous donner ce soir. Parce que dans une présentation d'une heure, forcément, on ne peut pas donner tous les détails. Voilà. Les pesco, c'est les végétariens qui mangent du poisson. Voilà. C'est une autre catégorie. Diapositive suivante. Alors en conclusion, la végétarisme et le végétalisme, c'est 3 évidentes façons de s'alimenter qui améliorent la santé humaine. Et qu'elle soit de façon stricte ou partielle, je pense qu'elle mérite d'être encouragée. Alors, au-delà de la médecine, je pense que c'est une alimentation qui sert non seulement l'intérêt individuel, mais aussi l'intérêt général. Pourquoi? Parce que ça permet aussi une économie de ressources. Je vais vous raconter une anecdote. Dans les années 2005-2006, l'Agence spatiale européenne a lancé un programme pour envisager dans un futur, je ne sais pas si c'est proche ou lointain, créer une colonie sur Mars. Et si on envoie un jour des hommes sur Mars, des hommes et des femmes, j'espère, sur Mars, eh bien, on va produire la nourriture localement. C'est trop compliqué, trop consommateur de ressources
de faire des transferts de nourriture entre la planète Terre et la planète Mars. Donc ils ont envisagé des menus pour les spationautes qui vivraient sur Mars. L'Agence spatiale européenne en arrive à la conclusion que l'alimentation la plus pertinente d'un point de vue écologiste, c'est l'alimentation végétalienne. Ils ont demandé à la Société française de gastronomie de concocter des menus complètement véganes parce que c'est ce qui correspond, ce qui est le plus rationnel en fait, quand on veut produire un maximum de nourriture avec un minimum de ressources. Donc les obstacles en fait à une plus large adoption ne sont pas médicaux. Il y a des obstacles culturels, des obstacles gastronomiques, il y a plein d'obstacles en fait à une adoption plus large d'une alimentation plus végétale, complètement c'est évident. Et ce ne sont pas des obstacles médicaux. Les obstacles sont à nous. Voilà. Merci pour votre attention. Je vais vous faire un aveu. Je suis absolument nul en gastronomie, en cuisine. Et à repasser à la pratique avant que vous passiez à table, je vais laisser la parole à Michel, qui connaît bien ces questions-là, qui adore. Et alors, on va faire une démonstration que... Je sais pas comment on fait pour sortir. D'accord.